La Russie a déjà perdu la guerre, même si elle ne s'en rend pas encore compte. Les discours parlent de victoire, les titres parlent de dynamique, mais les chiffres, ils racontent une histoire complètement différente. Des troupes tuées, des chars détruits, des lignes d'approvisionnement effondrées. Les données sont brutales et s'accumulent vite. Ignorez les propos du Kremlin. Voici la réalité de la guerre en Ukraine. Pour le faire plus précisément, remontons le temps jusqu'à février 2022. C'est à ce moment que les forces russes ont lancé leur invasion à grande échelle de l'Ukraine, en février 2022. Ils l'ont fait avec une supériorité numérique écrasante dans pratiquement tous les critères militaires. La machine de guerre russe comptait environ 900 000 militaires actifs. C'était près de 5 fois la force active de l'Ukraine, qui comptait seulement environ 196 000. Cet avantage était encore plus marqué en considérant l'immense force de réserve russe d'environ 2 millions de soldats, face aux 900 000 de l'Ukraine. L'écart d'équipement militaire était encore plus marqué. Au début de la guerre, les forces blindées de la Russie comprenaient environ 3000. 400 chars de combat principaux en service actif, y compris un nombre significatif en stockage, surpassant massivement les environ 990 chars de l'Ukraine. Parmi ces chars ukrainiens, seulement 800 à 900 étaient considérés comme pleinement opérationnels. Ce schéma s'est répété dans toutes les principales catégories d'équipement. La Russie possédait 30 000 véhicules blindés contre 12 000 pour l'Ukraine, 14 000 systèmes d'artillerie contre 3 000 à 3 500 lance-roquettes multiples, comparés aux modestes 600 de l'Ukraine. De plus, la Russie bénéficiait généralement d'un avantage technologique considérable dans son équipement militaire. La plupart de ce que l'Ukraine avait au début de la guerre était hérité de l'Union soviétique et remontait aux années 1990. L'Ukraine avait tenté de maintenir et d'améliorer ses systèmes, mais manquait de capacités économiques et industrielles pour y parvenir. Surtout en comparaison avec la Russie, devenue en 2020 l'une des plus grandes économies et fabricants militaires mondiaux. Un exemple frappant était l'état des chars de combat principaux ukrainiens. Le pays a hérité d'une flotte de T-64, un char qui était peut-être déjà obsolète lorsque l'Union soviétique s'effondrait, étant déjà remplacé par des T-80. En 1976, l'Ukraine a modernisé les chars en le modèle T-64 Bulat, tandis que la Russie déployait des T-80S et T-90S, alors que le Bulat dispose du Contact 5. 50 armures réactives explosives, une armure réactive explosive, un canon lisse de 125 mm, tirant des missiles guidés et des systèmes de contrôle de tir améliorés. Il est toujours basé sur l'ancienne plateforme T-64. Sa protection et sa mobilité sont conformes aux normes régionales. Mais le char souffre de limitations en termes de rapport, poids, puissance et de confort de l'équipage, surtout comparé à des chars plus modernes. L'amélioration du Bulat avait pour but de prolonger la durée de vie des chars ukrainiens existants sans investir dans de nouvelles plateformes. Un compromis pratique pour une nation avec un budget de défense limité d'avant-guerre. En revanche, la série russe T-90, en particulier le T-90A, et le T-90M, représente une conception de char plus contemporaine, qui bénéficie des leçons tirées des modèles précédents comme le T-72 et le T-80. Le T-90 possède des systèmes de contrôle de tir avancés, d'imagerie thermique et une protection active supérieure. Comme le Chatora 1 ou l'Air Relict dans le nouveau T-90M. Sa mobilité s'est renforcée par un moteur plus puissant, et le char offre un meilleur équilibre entre puissance de feu, protection et survie de l'équipage. Comparé au Bulat, les capteurs et systèmes numériques avancés du T-90M lui donnent un avantage majeur pour détecter et engager des cibles à longue portée, le rendant plus performant dans les guerres en réseau moderne. Certes, d'autres facteurs, que nous aborderons plus tard, ont diminué la menace des chars sur les champs de bataille. Mais il est important de peindre une image de l'avantage supposé que la Russie avait. L'imbalance était particulièrement frappante dans le ciel ukrainien. L'armée de l'air russe est entrée dans le conflit avec environ 1500 avions de combat et 500 hélicoptères d'attaque. Un avantage stupéfiant de 13 contre 1 sur l'armée de l'air ukrainienne, qui ne pouvait rassembler que 116 avions de combat et 55 hélicoptères d'attaque. De plus, l'Ukraine a encore compté sur d'anciens modèles soviétiques, largement abandonnés par la Russie au profit de plateformes aériennes plus modernes. Cette supériorité aérienne était complétée par les réseaux de défense aérienne sophistiqués de la Russie et les capacités de guerre électronique qui dépassaient de loin les contre-mesures ukrainiennes. De plus, la disparité était tout aussi alarmante. La flotte russe de la mer Noire, composée d'un croiseur, 6 frégates et destroyers et de nombreux navires de soutien, surpassait en nombre les 15 navires de la marine ukrainienne.
L'avantage naval de la Russie lui a donné le contrôle de la côte ukrainienne dès les premières heures de la guerre, l'Ukraine finissant par s'aborder sa frégate phare plutôt que de risquer sa capture. Cependant, la Russie ne pouvait pas quantifier les 8 années d'expérience de combat de l'armée ukrainienne dans le Donbass depuis 2014. De plus, l'armée ukrainienne commençait à recevoir une formation de l'OTAN, adaptant ses stratégies et tactiques militaires à un style de combat plus occidental tout en utilisant son équipement natif. Malgré les avantages numériques écrasants de la Russie, 4,5 contre 1 en personnel, 13 contre 1 en avion, et des avantages décisifs dans chaque catégorie d'équipement. Ces statistiques seraient bientôt confrontées à la réalité du combat moderne et à la défense acharnée de l'Ukraine pour sa souveraineté. On peut affirmer que la Russie a échoué dans la guerre quasiment dès les 3 premiers jours. Comme mentionné, l'invasion russe était censée durer seulement quelques semaines, pas 3 ans et plus. La stratégie du président russe Vladimir Poutine était de transporter un petit nombre de troupes d'élite directement à l'aéroport de Kiev, le capturer et l'utiliser comme base pour attaquer la capitale. De là, les troupes avanceraient vers le gouvernement, Poutine étant convaincu qu'elles rencontreraient peu ou pas de résistance et captureraient les dirigeants actuels, y compris le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le plan était un désastre dès le départ. L'administration de l'ex-président Joe Biden a prévenu l'Ukraine d'une invasion russe imminente, lui laissant le temps de se préparer à cette éventualité. C'était pratiquement le mode opératoire de la Russie pour supprimer l'opposition et installer des gouvernements fantoches. Il a été utilisé 3 fois, dont 2 pendant l'ère soviétique, et de manière cruciale en Crimée. En 2014, l'Ukraine a bombardé son propre aéroport le plus grand, retardant les troupes russes. Cela a permis à l'armée ukrainienne de se regrouper, malgré la perte de l'aéroport plus tard dans l'après-midi du premier jour de l'invasion. Mais le mal était fait, la Russie ne pouvait lancer sa frappe décapitante. Les renforts aériens ont été rappelés, et l'infanterie mécanisée venant de Biélorussie a subi des retards importants dus aux forces terrestres ukrainiennes. Et puis la Russie a continué à perdre de plus en plus d'hommes. En août 2022, après 6 mois de guerre, les renseignements américains estimaient que la Russie avait subi environ 80 000 pertes, incluant les soldats tués et blessés. Les pertes précoces, causées par des erreurs de calcul et une résistance ukrainienne acharnée, ont forcé le Kremlin à lancer des mobilisations partielles, visant surtout les réservistes et les personnes ayant une expérience militaire. Cependant, ces efforts ont suscité un important retour de bâtons publics, entraînant un exode notable d'hommes en âge de servir, cherchant à éviter l'enrôlement. Cela a entraîné un nouveau changement dans la conscription militaire, se focalisant maintenant sur le recrutement de détenus et l'emploi de militaires privés comme mercenaires. Malgré cela, en février 2023, le bilan s'était considérablement alourdi. Des documents de renseignement américains divulgués ont révélé que la Russie avait probablement vu entre 35 000 et 53 000 soldats tués au combat, avec un total de victimes estimé à être entre 189 500 et 223 000. Même une estimation plus prudente révèle que le nombre de victimes dépasse les 100 000 pertes. La première année de la guerre en Ukraine serait le conflit le plus meurtrier impliquant la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Par sa durée, dépassant facilement la guerre soviéto-afghane de 9 ans, qui n'a fait que 15 000 victimes. Face à la baisse de ses effectifs militaires, la Russie recrute davantage de civils en proposant des salaires élevés et des contrats à avancement rapide. De nombreuses recrues, avec peu ou pas d'expérience militaire, étaient rapidement déployées au front avec une formation minimale, soulevant de graves inquiétudes sur leur efficacité et leur survie. De février à août 2023, l'Ukraine a étendu son utilisation de la guerre par drone, marquant un nouveau tournant. Les forces américaines estimaient que les pertes russes avaient atteint 120 000 tués et jusqu'à 180 000 blessés. À ce stade, pour un total de 300 000 pertes. Les drones ukrainiens ont démontré une efficacité dévastatrice, détruisant entre 60 et 70% des systèmes russes. La précision et l'abordabilité de ces drones ont rendu les offensives russes conventionnelles à grande échelle de plus en plus insoutenables. Début 2024, le nombre de victimes avait atteint des niveaux stupéfiants. Les estimations indiquaient que la Russie avait subi jusqu'à 211 000 morts de soldats, le total des victimes approchant le demi-million. Le média indépendant Medusa, analysant les données sur les soldats confirmés tués et les données récupérées auprès du registre des successions russes, a estimé que 75 000 soldats russes ont été tués depuis le début de l'invasion. Et à la fin de 2023, une estimation statistique dans une large fourchette entre 66 000 et 88 000 tués. Il s'agissait de pertes confirmées factuellement sur la base du registre, et même Medusa a admis qu'il est probable que la Russie ait subi beaucoup plus de morts que rapporté.
Même des estimations plus conservatrices de seulement 250 000 victimes, toujours plusieurs fois supérieures aux chiffres que la Russie rapportait à l'époque, suggéraient que les pertes russes s'accéléraient, la guerre se transformant en une guerre d'usure. Cette phase a aussi vu la Russie accroître la conscription dans les régions pauvres, offrant des avantages lucratifs en cas de décès comme incitation, une tactique appelée Detonomics. Des civils ayant peu d'expérience au combat étaient de plus en plus utilisés comme chair à canon dans des assauts épuisants, souvent contre des positions ukrainiennes bien défendues, soutenues par des drones, de l'artillerie et des frappes de précision. Dans certains cas, des bataillons russes entiers ont été effacés de la carte, tandis qu'une offensive plus réussie entraînerait un taux de perte de seulement 30 à 40%. En août 2024, la guerre des drones ukrainiennes était encore plus dominante, causant apparemment jusqu'à 80% des pertes russes en première ligne. De plus, août 2024 a marqué le début de l'invasion ukrainienne de Koursk, qui a suivi l'invasion estivale étonnamment inefficace de la Russie, qui a vu le nombre de victimes dépasser 1200 soldats par jour. L'invasion de Koursk a accéléré les pertes, alors que la Russie devait diviser ses forces pour envahir le Donbass et contre-attaquer à Koursk. Mi-octobre, la Corée du Nord a envoyé 11 000 hommes à Koursk, dans le cadre du pacte défensif russo-nord-coréen. Cependant, les troupes d'élite supposées se sont avérées très inefficaces face aux drones ukrainiens et aux tactiques à plus longue portée. Après près de 3 mois de bombardements et d'au moins 3000 victimes, on s'attendait à ce que Poutine rappelle les troupes nord-coréennes, mais au lieu de cela, en mars 2025, 3000 supplémentaires ont été envoyés. Selon Ukrainska Pravda, un média presque entièrement consacré aux reportages de guerre, le total des pertes militaires russes était estimé à plus de 910 000. Poutine a ordonné la 160 000 hommes supplémentaires, en raison d'unités professionnelles décimées et d'un nombre décroissant de soldats sous contrat. Malgré l'insistance du Kremlin sur le caractère routinier de cette conscription, sans lien avec la guerre, la plupart des observateurs y ont vu une réponse évidente à l'attrition persistante sur le champ de bataille. L'évolution de la guerre, avec le recrutement désespéré de la Russie et la supériorité tactique de l'Ukraine grâce aux drones et armes occidentales, a transformé ce qui devait être une victoire rapide russe en une guerre d'usure, infligeant un lourd tribut à la main-d'œuvre et au moral russe. Qu'en est-il de l'équipement militaire dont la Russie se vantait? Comme mentionné, les drones étaient considérés comme le grand égalisateur dans la guerre moderne. Avec la Russie et l'Ukraine créant de nouveaux bataillons uniquement axés sur les opérations de drones, le ciel entourant la ligne de front était pratiquement bourdonnant d'activités de drones. La grande variété et le nombre de drones signifiaient que pratiquement chaque opération majeure entreprise par l'un ou l'autre côté serait rapidement repérée par l'autre. Ensuite, les drones pourraient utiliser leur mobilité supérieure par rapport aux unités d'infanterie et mécanisées, pour pénétrer plus loin en territoire ennemi et mener des frappes chirurgicales afin d'empêcher toute avancée dès son commencement. Cela a poussé la Russie à déployer rapidement ses vieux chars, comme les T-64 du stockage au front. Contrairement aux T-64 Bulas améliorés du côté ukrainien, ceux-ci n'ont probablement été que minimalement améliorés pour les rendre opérationnels. Ces chars étaient probablement de simples cibles alternatives, plutôt que de participer activement à la guerre. Leur perte signifierait qu'un char plus avancé comme le T-90 pourrait potentiellement remporter une victoire non contestée quelque part sur le front. Mais même les chars russes les plus avancés se sont montrés vulnérables face aux drones. Le char de combat principal de nouvelle génération, le T-14 Armata, dont la Russie possède environ une douzaine, a fait ses débuts mi-2024 pour être discrètement rappelé du front quelques semaines après. L'utilisation de chars coûtant des millions à fabriquer et à réparer n'avait pas de sens sur le plan logistique et économique. L'Ukraine a déployé des drones kamikazes, à vue à la première personne pouvant être fabriqués pour 300 $ et capables de détruire des chars. Cela entraîne des pertes ahurissantes d'équipements militaires. À la fin de mars 2025, la Russie avait perdu un total de 10 500 chars de combat principaux, près de 22 000 véhicules blindés, plus de 25 000 systèmes d'artillerie, qu'ils soient autopropulsés ou tractés, et plus de 1300 lance-roquettes multiples. Les forces aériennes russes ont subi des revers similaires en 2024, malgré les gains territoriaux records dans le Donbass cette année-là. Cela a entraîné de lourdes pertes humaines et une forte augmentation de l'utilisation de drones militaires pour des opérations à courte et longue portée. Des véhicules aériens sans pilote comme le Shahid 136 d'Iran ne seraient qu'un des nombreux drones longue portée que la Russie lancerait en Ukraine, avec la gravité et la fréquence des frappes augmentant en 2025. En 3 ans, la Russie a perdu plus de 35 000 drones au total.
Les rapports de Shahid et d'autres attaques de drones soutiennent cette estimation. En février 2023, la Russie n'a lancé que 45 Shahid. En février 2024, ce nombre a augmenté à 377. En février 2025, cependant, la Russie a lancé un énorme 3902 drones en Ukraine. Le nombre d'autres drones serait considérablement plus élevé, la Russie ayant apparemment accru sa capacité de production. 4 millions de drones en 2024. Tous ces drones se sont avérés incapables de créer une pression adéquate sur l'Ukraine, même au milieu de certaines des plus grandes attaques de drones. L'Ukraine a continué à réaliser des progrès significatifs dans sa technologie militaire, renforcée par des prototypes et de nouveaux développements de membres clés de l'OTAN, comme le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède et la Finlande. Ces pays ont adapté l'équipement existant pour mieux convenir à la guerre moderne, utilisant l'artillerie à longue portée et les drones, ou conçu des améliorations pour les mortiers ou véhicules de soutien d'infanterie, les rendant plus polyvalents ou efficaces contre les drones. Mais il y a quelques autres aspects des pertes russes, qui vont au-delà de la simple dimension militaire, mais qui montrent vraiment à quel point la Russie est réellement endommagée par cette guerre. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, la Russie a connu l'une des plus grandes vagues d'émigration de son histoire moderne. Des centaines de milliers de personnes, des jeunes professionnels et étudiants aux spécialistes en informatique, ingénieurs et entrepreneurs, ont fui le pays. Selon les estimations, plus d'1 million de personnes pourraient avoir quitté la Russie d'ici 2024, avec des pics significatifs suite aux 2 grandes annonces de mobilisation. Beaucoup ont fui pour éviter la conscription, l'autoritarisme grandissant, l'isolement international et l'instabilité économique causée par la guerre. Cet exode a privé la Russie d'une part significative de sa population la plus éduquée et économiquement active. La fuite des cerveaux a déjà un impact économique. Le marché du travail russe se resserre, surtout dans les domaines nécessitant des travailleurs hautement qualifiés comme la technologie, la science et la finance. Par exemple, la Russie a connu un taux de chômage sans précédent de seulement 2,4%. Bien qu'un faible taux de chômage soit bon pour un pays, un taux de chômage sain est estimé à environ 4% et jusqu'à 6%. Cela permet au pays d'avoir un approvisionnement constant de personnes pour pourvoir les nouveaux postes, incluant généralement celles entre 2 emplois. Ce qui indique un marché compétitif car les entreprises ont des candidats pour répondre à leurs demandes. Toutefois, le taux de chômage record a entraîné l'incapacité soudaine des entreprises à atteindre leur quota d'emploi. De plus, beaucoup de ces migrants travaillaient dans l'économie numérique russe en plein essor, des secteurs difficiles à régénérer rapidement, surtout avec les sanctions mondiales et l'accès restreint aux technologies occidentales. Les petites et moyennes entreprises ont considérablement souffert du départ de personnel clé, freinant l'innovation et réduisant la productivité. Démographiquement, l'impact est encore plus sévère. La Russie était déjà aux prises avec une population en déclin et vieillissante avant la guerre. Le pays, tout comme la plupart de l'Europe, avait un faible taux de fécondité de seulement 1,8 naissances par femme, alors que le taux de fécondité requis pour augmenter la population sans immigration est d'environ 2,1. La situation a empiré avec l'instabilité économique du pays dans les 10 ans, suivant la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, entraînant une baisse du taux de fécondité à 1 point seulement. Au tournant du siècle, 2 millions de personnes ont quitté la Grèce. La guerre a aggravé le problème, avec plus de 100 000 hommes morts au combat. Plus d'1 million de personnes ont quitté le pays, principalement des jeunes, en âge de travailler. Cette perte aggrave une crise qui menace la croissance économique à long terme et la pérennité des programmes étatiques comme les retraites et la santé. Beaucoup de ceux qui sont partis ne reviendront probablement pas de sitôt, surtout avec la prolongation de la guerre et l'érosion continue des libertés civiles en Russie. L'État fait face à une base fiscale réduite et une pression accrue sur les services publics pour soutenir une population plus âgée et moins productive économiquement. À cela s'ajoutent les énormes pertes militaires subies par la Russie. Avec des centaines de milliers de soldats tués ou blessés, la guerre a directement éliminé une part importante de la main-d'œuvre du pays. Beaucoup de conscrits venaient de zones rurales ou économiquement défavorisées, où la perte d'hommes en bonne santé a approfondi les clivages sociaux et économiques existants. Dans plusieurs régions, les familles ont perdu des soutiens de famille et des générations futures de travailleurs. Le fardeau psychologique et économique, surtout là où les populations masculines ont été décimées, sera durable pour les communautés. De plus, le décompte de 910 000 victimes inclut les tués et les blessés. Ces 2 types de pertes affectent sévèrement l'économie russe. La Russie doit payer davantage aux familles des soldats tués en raison de l'augmentation des primes de recrutement. Même les soldats survivants à leurs blessures auront probablement besoin d'une assistance sociale à vie du gouvernement.
L'émigration massive et les pertes militaires affaiblissent considérablement le capital humain et la capacité de production de la Russie. À long terme, cette double perte peut causer une stagnation ou un déclin dans des secteurs clés, entraver l'innovation et restreindre la compétitivité mondiale du pays. Même si le gouvernement tente de combler les pénuries de main-d'œuvre par la conscription ou l'automatisation accrue, le problème fondamental demeure. La Russie perd les personnes dont elle a besoin pour reconstruire et moderniser son économie. Et l'effet sur l'économie russe est encore pire lorsque vous tenez compte des changements dans les dépenses de guerre et du besoin de la Russie de réviser pratiquement ses modèles commerciaux. Les sanctions occidentales, débutées après l'invasion en 2022, ont isolé la Russie des systèmes financiers internationaux, restreint l'accès aux technologies avancées et limité sa capacité à commercer avec ses partenaires traditionnels en Europe et en Amérique du Nord. En réaction, la Russie s'est tournée vers la Chine, l'Inde et l'Iran, augmentant ses exportations d'énergie vers ces pays. Cependant, ces marchés alternatifs ont souvent négocié de fortes réductions, diminuant les revenus potentiels d'une des sources les plus vitales de la Russie, le pétrole et le gaz. Bien que l'économie de la Russie ait sans doute rebondi, maintenant une croissance de 3,6% tout au long de 2023, c'est très trompeur comparé à la réalité des choses. Cela est dû aux dépenses militaires croissantes du pays. En 2025, plus de 40% du budget annuel de la Russie semble être consacré à l'armée et à d'autres projets secrets. Au total, la Russie finirait par dépenser 6,3% de son produit intérieur brut pour la défense nationale, un chiffre inédit dans le pays depuis le pic de la guerre froide. En comparaison, les États-Unis n'ont alloué que 3,36% de leur produit intérieur brut à leur armée en 2023. L'augmentation des dépenses de guerre signifie que l'économie de la Russie est effectivement soutenue par son commerce inefficace de gaz et de pétrole, qui lui-même est largement illégal. Une grande partie sert à poursuivre l'effort de guerre. Pendant ce temps, l'artisanat et l'agriculture traditionnelle souffriront du manque de main-d'œuvre et de fonds. La Russie parie pouvoir terminer la guerre avant que les conséquences à long terme de son engagement total ne se manifestent, probablement d'ici quelques années. Cependant, avec l'Europe soutenant fermement l'Ukraine à chaque tournant ces derniers mois, la guerre pourrait perdurer. 2025, défavorable à la Russie. Si la Russie perd, elle devra probablement payer des réparations, créant un autre flux économique sortant pour lequel le pays n'est pas préparé. En fin de compte, gagne ou perde, la Russie pourrait ne pas survivre en tant que le pays qu'elle était auparavant. Mais qu'en pensez-vous ? Dites-le nous en commentaire et merci d'avoir regardé.